Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, comme d'hab, ça n'a pas changé depuis l'avant-dernière fois, puisque la dernière fois, nous n'étions pas là. Jean et moi, nous avons fait un espèce d'école buissonnière. On est vraiment désolé, on avait laissé une émission, on avait laissé un mot pour la précédente émission, et manque de peau, elle n'a pas eu lieu, donc notre petit business est passé le vendredi soir. Ouais, à 19h, le vendredi soir suivant, nous a communiqué notre camarade Henrik, qui est aujourd'hui à la régie, et on a du pot. Qu'il y soit. Avec Jean. Salut. Gilles, notre invité, Gilles Bonotto. Bonjour. Auteur, illustrateur jeunesse, et puis aussi qui a un petit business à l'association La Charte des auteurs illustrateurs comme secrétaire général. Il faut déjà le faire parce que c'est quand même quelque chose d'assez prenant. Qui va rester avec nous pendant 1h30, s'il se tire pas avant. Non, je n'en irai pas. Je resterai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Avec qui on va causer dans le poste de l'artiste dans la société. L'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la société, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, l'histoire de l'art, l'avenir de l'histoire de l'art et l'actualité de l'histoire de l'art. Tout ça avec Jean. Pour ce qui concerne l'histoire de l'art, c'est notre érudit maison. Et avec Gilles, est-ce que tu peux te présenter, Gilles, avant qu'on passe la parole à Raymond Lascience pour sa revue de presse? Oui, alors t'as déjà presque tout dit. Je suis auteur-illustrateur jeunesse. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire dès le départ, c'est-à-dire que je voulais vraiment être auteur-illustrateur, parce que au départ, j'avais une formation plutôt de peintre, mais ça me branchait pas du tout de faire un tableau et de l'exposer dans une galerie et éventuellement de le vendre. Bon, le but c'était de le vendre le plus cher possible, mais ça c'était pas quelque chose qui me plaisait. Moi, ce qui me plaisait principalement, malgré la formation que j'avais, c'était le fait de raconter des histoires. En fait, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, et par la suite, j'ai d'abord commencé à être illustrateur, donc je dessinais les histoires des autres, imaginées par les autres, puis de temps en temps, ça m'est arrivé quand même pas mal de fois d'illustrer des trucs que je trouvais très 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 neuneux, des histoires de petits lapins bleus, c'était... j'écrivais aussi des histoires que je dessinais, que je proposais, puis au bout d'un certain temps, il y a différentes idées qui ont réussi à passer le cap, et qui ont pu être édités par des éditeurs. Donc maintenant le travail d'auteur et d'illustrateur c'est devenu totalement indissociable. C'est-à-dire que véritablement j'aime bien travailler les deux. J'aime autant dessiner qu'écrire. Et puis la deuxième facette, mais là elle est plus récente, c'est que au sein de la charte des auteurs-illustrateurs jeunesse, j'ai d'abord adhéré à la charte en tant que membre, et puis j'ai pas tellement a priori l'esprit d'équipe. C'est pas tellement mon truc de participer. J'ai plutôt un côté individualiste, voilà. Et mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte. Et puis bon, c'est pas plus mal aussi de travailler avec d'autres gens qui font le même métier pour pouvoir arriver à obtenir une vie plus insérée, en fait, plus rémunératrice dans certains cas, enfin essayer de véritablement affirmer la nécessité d'artistes et d'artistes auteurs et illustrateurs jeunesse, parce que c'est un secteur quand même qui est très 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 utilisé. Ça fait quand même une vingtaine d'années que tous les éditeurs se sont engouffrés dans ce secteur-là, parce qu'il était rémunérateur. On représente quand même un bon pourcentage quand même de tous les livres, de toute l'édition, et qu'on est un petit peu un peu comme les cordonniers, on est les moins bien chaussés très souvent au bout du compte en matière de rémunération, nos relations avec les éditeurs. Donc le fait d'être à la charte, ça donnait quand même ça donne une certaine cohésion, et on a une possibilité quand même d'agir sur
et donc je suis devenu secrétaire général. Et là, j'apprends le métier en fait, parce que il y a encore des tas de choses que je ne sais pas et que je découvre au fur et à mesure. Alors, en tant que secrétaire général, je prends des notes des conseils, des réunions de conseil du conseil d'administration, et ça m'oblige à être attentif, quoi, en fait, de ne pas être à l'ouest comme je suis assez souvent. Et en quelques phrases, tu peux un peu nous rappeler ce qu'est la charte, parce qu'on en a déjà parlé il y a quelques mois avec des auteurs, des illustrateurs de la charte, mais bon, c'est pas inutile de le rappeler pour les auditeurs qui nous ont pas écoutés il y a quelques mois. C'est une association, c'est pas un syndicat, c'est une association qui regroupe les auteurs et les illustrateurs jeunesse, et qui agit à la fois pour essayer d'améliorer les relations qu'il peut y avoir entre les éditeurs et les auteurs, qui sont pas toujours, qui peuvent très bien se passer, mais qui sont pas toujours harmonieuses, et également, en fin de compte, la charte, elle est partie un petit peu de cette expérience. Je crois que ça date de la fin des années 70, si je connais pas l'historique exact, mais c'était à propos d'interventions dans des salons du livre où les premiers chartistes, vraiment les fondateurs, se sont rendus compte qu'ils venaient dans des salons du livre pour dédicacer leurs ouvrages, et que c'est à peine s'ils étaient invités à manger, enfin s'ils n'étaient pas obligés de payer le resto et l'hébergement. Donc là, ils se sont fâchés. Ils ont dit bon, au moins obtenir le fait d'être accueilli, d'être hébergé et d'être nourri quand on se déplace, parce que bon, les auteurs illustrateurs jeunesse, en règle générale, ne roulent pas sur l'or, à part peut-être quelques-uns, mais enfin bon, c'est pas. Et ils ont finalement aussi obtenu quelque chose d'important, c'est la possibilité de se faire rémunérer, d'avoir une rémunération fixe lorsqu'on fait des interventions dans les écoles. Avant, on était un petit peu payé comme avec à lance-pierre, quoi. Compte, c'était un petit peu à la tête du client, tandis que là, il y a véritablement une rémunération lorsqu'on intervient dans les écoles, parce que c'est un réel travail. Bon, et pour beaucoup de chartistes, c'est pas initialement notre métier d'auteur-illustrateur. Auteur-illustrateur, c'est écrire et dessiner des histoires. Mais rencontrer les enfants dans des classes, c'est une deuxième partie de notre métier. Alors, il y a des auteurs-illustrateurs qui aiment pas faire ça, c'est pas leur truc. Mais beaucoup d'entre nous, enfin moi y compris, on aime beaucoup cette facette parce que là, du coup, on est directement avec des enfants. Et donc on leur explique à la fois notre métier, mais c'est une incitation à lire, c'est une incitation à découvrir, à être curieux, et donc voilà. Donc la charte des auteurs illustrateurs aussi essaye de maintenir des écrits et des illustrations de qualité. Alors qu'est-ce que ça veut dire de qualité? Enfin, oui, bon, c'est vaste débat. Ouais, enfin, disons qu'on Bien, merci Gilles pour cette présentation. Comme ça, les gens qui viennent de tomber du lit, qui nous écoutent, savent ce qui les attend dans l'heure et demie qui va suivre. Maintenant, on va laisser la parole à Raymond Lascience, en espérant qu'il la lâchera à un certain moment. Mais on ne se fait pas trop d'illusions. Pour cette minute de militance, oui, dont je vais faire en sorte qu'elle dure pas un quart d'heure, puisqu'on a un invité ce matin et qu'il a l'air d'avoir des choses à nous dire. Alors la première info, ça c'est vraiment l'info de la semaine, hein. Le second fils du président de la République, Jean Sarkozy, va probablement, enfin j'aurais pu mettre certainement, hein, être nommé à la tête de l'EHPAD. Alors est-ce que tu sais ce que c'est que l'EHPAD? Vaguement, c'est un gros business d'entreprise à la Défense. Absolument, c'est l'établissement public d'aménagement de la Défense et ça représente un gros paquet, oui. Un gros paquet d'argent. Alors, après la mafia russe, la piovra hongroise. Hein. Avec sa tronche de premier crétin de la classe, je verrais bien l'héritier faire du cinéma assorti du fils d'un dictateur africain, par exemple. Un bon gros bien noir, hein, qui ferait ressortir la pâleur et la mince blondeur du petit prince. J'ai déjà le titre du film. Les Flues Brothers. C'est joli ça, non? Ah, pas mal, oui. Avec Ali Bongo et Jean Bonga. On pourrait mettre à la production aussi Hannibal
Kadhafi, ils dépareraient pas l'ensemble. Le secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat, Hervé Novelli, ça c'est déjà moins connu que Jean Sarkozy, souhaite que l'on juge Jean Sarkozy sur ses actes. Eh ben justement, c'est exactement ce qu'on fait en attendant le fils. C'est ce qu'on fait avec le père. On juge sur ses actes foutriqués d'eux, néant fait roi par la grâce de 53% d'ahurie, et je suis poli, j'espère que ça va pas durer encore comme ça jusqu'à 2012, qu'on va le débarquer avant. Bah non, là, ton espoir est vain. Ah mince alors. Bon. Le porte-parole de l'UMP, l'inénarrable Frédéric Lefebvre, suggère que les dégâts commis samedi à Poitiers, par une bande d'écervelés, soient intégralement portés à la charge des voyous. Eh ben ça, moi, ça me paraît plutôt une bonne idée que de faire payer leur déprédation aux voyous. Seulement, comment est-ce qu'on va faire avec Sarkozy ? Va-t-il devoir payer de sa poche les 70 milliards supplémentaires de déficit public que sa gestion calamiteuse a coûté en un an seulement aux contribuables 70 milliards, c'est depuis 2008. Bon. Alors même si on se doute qu'il en a mis un peu de côté, ça risque quand même d'être difficile. Au Rincy, une querelle de voisinage tourne au carnage. Un forcené a abattu, c'est un peu douloureux comme info, un forcené a abattu vendredi vers 23h 4 personnes, ses voisins et un couple d'amis, avant de retourner l'arme contre lui. En plus, une des femmes était enceinte de 7 mois. On peut considérer, selon sa sensibilité, qu'il y a eu 5 morts en tout, 6 même. Nous avons tous des problèmes de voisinage. Je sais pas, tu seras d'accord là-dessus. Tu en as ta part. Oui. Gilles. Oui, pas trop, mais enfin... Moi, je dirais, mes propres voisins m'inquiètent beaucoup, en fait. Il y a un peu plus de 2 ans, ils ont commencé à se prosterner devant une sorte d'idole, à la tête creuse et aux pieds d'argile, une espèce de fou furieux, agité de tremblements continuels à tel point que la quincaillerie dont il est recouvert fait un vacarme infernal. Bling bling le jour, bling 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 la nuit, le vacarme ne s'arrête jamais. Et avec ça, il hurle toute la semaine dans une boîte grande à peu près comme un journal ouvert, quand il ne tape pas du poing sur la table. C'est vraiment insupportable, à tel point que j'envisage sérieusement de rejoindre Polanski en Suisse. Je crois avoir lu quelque part qu'il était au calme, lui. Et on va finir sur le cadeau royal fait à Jean Sarkozy par son père, parce que c'est quand même le pompon de la semaine. Après le paquet fiscal, le paquet filial. Trop pressé d'en croquer, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et la valeur, évidemment, j'écris ça L', A-V-A-L-E-U-R. Trop pressé d'en croquer, la valeur n'attend pas le nombre des années. Voilà. La valeur n'attend pas et le paquet filial, ce sont des créations de l'ami Louis Siffre, avec lequel j'entretiens une relation épistolaire, uniquement, sur le forum d'un grand journal parisien. J'en profite d'ailleurs pour le saluer au passage, même s'il ne peut pas nous écouter parce qu'il réside et travaille à Washington. Et je lui dédie donc cette minute de militance de Raymond Lascience. Salut Louis, c'est toujours un plaisir de lire tes paplards. C'est tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine. Eh bien, merci Jean. Donc, tu as des connexions jusqu'à Washington. Et s'il peut nous écouter à Washington. Avec le net. Mais oui, tu as raison. Ben oui, Jean, écoute. Non, mais Robert, je sais bien qu'on a une régie qui marche à pédale, mais j'adore quand Robert me donne des cours de technique, mais bon. Non, alors là, je pédale moi-même dans la smoule. Bon, pardon à la régie. C'est l'inconscient qui a parlé, là. Non, parce que je pensais à quelqu'un à qui j'ai écrit, que son ordinateur fonctionnait à pédale et qu'il fallait qu'elle graisse la chaîne. Et j'ai voulu le refaire avec la régie, mais bon. Tu t'enfonces, Robert, tu t'enfonces. Là. Je m'enfonce. Et je sens qu'Henrik, il va me ratatiner. C'est-à-dire qu'une fois, ça ira peut-être, mais s'il y en a plusieurs, il y aura des problèmes. Bon, Henrik, je suis... bon, bref, on en reparlera tout à l'heure. On va... Oui, moi j'ai entendu, parce que bon, il m'arrive quelquefois d'entendre quelques infos à propos de Larsouille, là, du fils de Larsouille, que c'était... alors, ils en ont profité, ces laudateurs, ces tireurs de pompe, pour rebondir sur papa, à propos du prix Nobel de la paix, en disant que
c'est lui qui aurait dû avoir le prix Nobel de la paix, pas Obama. Les mecs qui reculent devant rien. Et t'imagines, avec le prix Nobel de la paix, enfin bon, tout ça parce qu'il a contré Obama à une chose de l'ONU ou du G20, je sais pas, où il lui disait qu'il prenait pas des positions assez fermes à propos de l'Iran. Voilà. Et alors, c'est un exploit, paraît-il, que un chef de l'État français ait osé tirer la langue au chef de l'État américain. Enfin, on en a connu un il y a quelques décades, qui les a carrément embaumés. Mais c'est vrai que depuis, l'habitude s'était perdue. Voilà, Henrik. On peut quand même reconnaître à Sarkozy une certaine efficacité. Ah ouais? Il serait bien de le faire aujourd'hui. Oui, je pense qu'il ne devrait pas tarder à nous ramener Ingrid Betancourt. Ah, d'accord. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, je répète, c'est pas fini. Sans Dieu, pas mal. Sans maître, encore mieux. Et sans publicité, alors là on est terrassé. À Racaille, la 32e, je crois que je l'avais pas rappelé, mais 32e quand même. Bah, si on compte, non,
vraie 31e, puisque la dernière est passée le vendredi au lieu du mardi, et que nous étions pas là. Bon, alors Jean va nous parler d'un philosophe inconnu. J'ai lu ce texte et je dois vous dire que ça déménage. Je vais vous lire un extrait du Génie de l'illusion, ça c'est le chapitre, qui est inclus dans un livre qui s'appelle lui-même Le diamant dans la main, par le philosophe inconnu, effectivement. Alors si tout le monde connaît le soldat inconnu, personne encore, ou presque, ne connaît le philosophe inconnu. Tout ce que l'on sait de lui, c'est qu'il considère que Nietzsche sera le grand penseur du XXIe siècle, bien plus encore qu'il n'a été celui du XIXe, puis du XXe. Et si le philosophe qui éclairera le XXIe siècle de ses fulgurances, si toutefois les chapelles de l'intellectualisme officiel savent enfin l'interpréter, n'était pas Nietzsche, mais le philosophe inconnu. Chaque homme, chaque femme vivant est né il y a plusieurs millions d'années, particule infime et, cependant, exemplaire unique d'une synthèse de la totalité de l'évolution. Un survol du parcours de l'humanité, de la guerre pour le feu à une mondialisation dont les ferments accélèrent la décomposition d'une civilisation agonisante, conduit à la même conclusion que l'observation de la faune et de la flore. La barbarie occupe le temps et l'espace, la nature est terrible. Mais comment vivre avec la terreur de tuer? Pour échapper à la terreur, il fallait qu'elle fût tellement intense dans le tumulte et le chaos de l'instinct qu'elle propulsât le désir inextinguible d'un jaillissement hors de soi. Il fallait la création d'une figure de lui-même qui, procédant de sa propre volonté, permette à l'homme de se rapprocher de la divinité, de ne plus dépendre exclusivement d'elle et d'acquérir à son tour une éternité qui témoignât du caractère définitif de sa conquête. Cette libération par l'image, que l'humanité réinvente en permanence pour se sauver de l'angoisse mortelle qui l'étreint devant la sauvagerie de ses instincts et la terreur que lui inspire la nature qui l'entoure, oblige l'homme à faire surgir de la nuit, de ses origines les plus lointaines, sans le moindre repos, les conflits, les deuils, les névroses et les illuminations qui nourriront et revitaliseront son génie créateur. Mais elle lui est également nécessaire pour préserver d'un appauvrissement irrécupérable l'énergie que traduisent ses pulsions, en sublimant les antagonismes et la brutalité de celle-ci en une transcendance à plusieurs étages. La divinité pour échapper à l'autodestruction, la capacité de fabriquer et de raisonner comme mouvement et preuve d'une autonomie, l'art enfin, pour s'approprier de façon décisive le bénéfice de l'incantation en développant une profusion de formes qui résorbent en musique et en harmonie les contradictions anarchiques et insolubles de l'être. En d'autres termes, la métaphysique, le politique et l'esthétique procèdent du même système de transposition, du génie que l'homme est dans la constante obligation vitale de faire jaillir de ses entrailles, le génie de l'illusion. La conclusion s'impose d'elle-même. L'homme est un producteur obligé d'apparence. L'homme est artiste par nécessité biologique. L'art lui est aussi indispensable que la nourriture qui le régénère, l'eau qui le reconstitue, le feu qui le réchauffe, l'oxygène qui tonifie ses muscles. Chaque homme, chaque femme vivant sait au plus profond de ses mystères, par osmose, par capillarité, qu'il en prenne culturellement possession ou que la conscience lui en échappe, qu'il ne peut respirer, marcher et aimer sans une représentation de sa vie qu'il puisse lui-même construire ou à laquelle il puisse se référer. Chaque homme, chaque femme vivant a le diamant dans la main. Alors le diamant dans la main a été publié à compte d'auteur. Vous ne pourrez donc pas le trouver ou le commander à la librairie Publico 145 rue Amelot dans le 11e, je crois que c'est le 11e arrondissement de Paris. Je vous donne aussi le numéro de téléphone de la librairie, 01 48 05 34 08. Nous reviendrons peut-être un jour au philosophe inconnu, et puis je verrai si je ne peux pas en mettre des extraits un peu plus longs sur le blog de l'émission, que vous puissiez en profiter davantage. Voilà. Merci Jean.
Je dois avouer que depuis qu'on fait cette émission et que Jean nous évoque pour nous des textes de philosophes, des textes qui ont un rapport certain avec la création, que celui-là, est-ce que parce que c'est un inconnu, enfin, oui, qu'il l'a écrit, ou est-ce parce que c'est vraiment un texte qu'on peut comprendre, même si on n'a pas fait de philo, même si on n'est pas un grand intellectuel de passage. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'aimerais bien connaître la suite. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est un peu difficile de demander à un invité comme ça, tout de suite, 2 minutes après la lecture du texte, s'il a une réaction, parce que c'est quand même des choses qui demandent un peu de temps pour en parler. Oui, disons dans un premier temps, moi je suis pas philosophe. Enfin, c'est parce que c'est un copain prof de philo qui m'avait dit que j'étais pas un philosophe. Que j'avais peut-être une vision d'artiste, mais que j'avais pas. Alors, je sais pas comment il définit la vision philosophique ou la démarche philosophique, mais je pense peut-être que moi, en tant que j'ai plus une vision artistique des choses, donc c'est peut-être une vision plus instinctive. Alors que une vision philosophique, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'on a pu m'en dire, c'est une analyse plus rigoureuse. On m'a même dit d'ailleurs que quand on était bon en maths, on était bon en philo. Je ne sais pas si c'est une affirmation réelle, exacte, mais bon. Donc j'ai pas véritablement une démarche philosophique, peut-être plus artistique, parce que ce que j'ai perçu dans ce texte-là, c'est que l'homme a besoin, besoin de sortir de lui-même, quoi, en fait, et donc il a besoin de créer. Bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a créé Dieu, en fait, parce qu'il avait besoin de sortir de son existence animale. Et ça paraît évident que n'importe qui a besoin d'art, soit en créant, soit en naviguant autour. En fait, à commencer même par les peintures rupestres d'ailleurs, qui n'avaient strictement rien à voir avec les tableaux qu'on accroche à un mur. Enfin, j'ai dit tout à l'heure que c'est parce que avec les peintures rupestres, beaucoup de gens s'imaginent que nos ancêtres faisaient ça pour décorer leur grotte, quoi. C'est joli votre déco. Alors, en fait, oui, c'était pour s'approprier la nature, garder son image et éventuellement favoriser pour les chasses futures. C'est vrai que arriver à dessiner un animal, c'était un petit peu le posséder, donc arriver à dominer les forces naturelles, puisqu'on arrivait à le capter le mouvement, hein. Mais ça n'avait rien à voir avec de l'esthétique, quoi, en fait. Donc moi je vois plus le côté nécessité d'art, mais pas dans le sens uniquement esthétique et déco, quoi, en fait. Tout à fait. Et ça c'est curieux parce que ça correspond vraiment. Enfin, on a l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la société et la science. Dans ce texte, on a un concentré de toutes ces interrogations, tous ces postulats, dont on va parler avec notre invité Gilles Bonneteau, qui je rappelle est auteur-illustrateur jeunesse, qui est tombé dedans quand il était tout petit, probablement, comme la plupart d'entre nous, et avec qui j'aimerais avoir un petit truc là, quelques mots sur l'artiste, comme on a parlé du fils de l'Arsouille, l'artiste et l'engagement politique, qu'est-ce que ça, comment tu peux parler de cette espèce de choses en ce moment un petit peu absente du débat politique? Oui, alors moi je peux en parler par rapport enfin là j'en parle individuellement, pas en tant que secrétaire général de la charte, parce que là du coup les opinions politiques des chartistes sont très différentes les unes des autres. Oui. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me rapprocher, sans être forcément totalement inconditionnel, mais des libertaires anarchistes. Alors
je sais pas trop quelle est la définition Mon fils, par exemple, m'a dit non, toi t'es à la limite libertaire, mais t'es pas anarchiste, parce qu'anarchiste, il y a un côté militant. Or, moi, je suis tout à fait pas vraiment militant dans l'âme. En fait, ça me libertaire, je sais pas. Oui, je pense que je me rapprocherai plus de ça. Mais c'est peut-être ou alors c'est de l'anarchie version plutôt Brassens, plutôt Cravachol, quoi. En fait, j'aime pas du tout envie d'avoir un engagement politique qui utilise n'importe quelle forme de violence ou d'agression. Ça me rebute. Ça serait plutôt le genre anarchie qui rejoindrait celle de Brassens. Oui, gloire à qui n'ayant pas d'idéal sacro-saint se borne à ne pas trop emmerder ses voisins. J'aime beaucoup cette phrase-là. Bon, c'est vrai que je fais souvent référence à Brassens parce que à supposer que je sois inconditionnel de quelqu'un, ce serait de lui. C'est un personnage qui a vraiment qui a ce côté justement anarchiste et libertaire, mais dans le sens que j'aime. Alors l'engagement politique. Dans le domaine de auteur-illustrateur jeunesse, c'est très difficile d'avoir un engagement politique. Bon, déjà, il faut s'adresser à des enfants qui approchent de l'adolescence. Et puis, en règle générale, les éditeurs ont toujours beaucoup de réserves dès qu'on commence à émettre des opinions qui sont un peu trop politisées. Il faut rester très souvent. On nous demande beaucoup de tiédeur, beaucoup de il faut pas dire ça. Non, vous avez mis tel mot, les enfants vont pas comprendre. Ou alors, j'ai même le cas, à un moment donné, dans un des bouquins que j'avais écrit, c'était une histoire avec des animaux, et puis il y a deux bestioles qui se disputent, comme une joute politique. Et il y a le renard, ou je sais plus quel animal, qui dit ces basse querelle politicienne, enfin bon, ah non, il faut pas mettre ça, les enfants vont pas comprendre, et puis ça risque de choquer les parents, enfin bon. Donc finalement, un engagement politique au niveau de ce qu'on écrit, c'est assez difficile. Ça dépend peut-être des éditeurs aussi, hein. Je travaille avec des éditeurs où là, justement, je me suis retrouvé dans un système d'engagement politique lorsqu'on a fait, parce qu'on écrit ensemble, ma femme et moi, Anne Lasserre, on écrit ensemble, donc et puis après je fais les dessins, mais on scénarise et on écrit les histoires à quatre mains. Et on avait, à la demande de l'éditeur, d'édition autrement, fait un livre sur la guerre d'Algérie. Donc là, c'est un sujet quand même assez polémique. Et puis chez un autre éditeur, on s'était fait refuser parce qu'on voulait faire un truc sur les canuts de Lyon. Et là, l'éditeur nous avait dit oh non, c'est beaucoup trop polémique. On voulait parler des marionnettes en même temps. Puis non, ça c'était pas possible. Et puis là, on nous demande de faire un truc sur la guerre d'Algérie. C'est savonneux parce que. Et donc là, on avait, dans le cadre des bouquins qu'on faisait, c'était en fin de compte, c'est des histoires d'enfants pendant les guerres. Donc on avait placé quelques enfants de communautés différentes, quoi, qui sont dans la même école à Alger. Donc on l'avait situé ça sur le plan entre la Casbah et Bab el-Oued. En fait, on n'est jamais allé à Alger en plus, donc on a vraiment travaillé sur plan. Et on a placé des enfants de communautés différentes. Et donc il n'y avait pas d'engagement politique particulier à faire, il fallait juger ou condamner personne, ni se mettre d'un bord ni de l'autre. En fait, c'était pas notre propos. Mais quand on a commencé à faire ce travail-là, on a eu pas mal de réactions de gens qui nous connaissaient, qui disaient qu'est-ce que vous allez raconter. Bon, c'est vrai que les gens qui nous connaissaient savaient nos opinions, donc en règle générale ils avaient très peur. Qu'est-ce qu'ils vont raconter, vous allez peut-être même parler de la torture. Et c'est vrai que c'est délicat dans un livre pour enfants d'aller parler de la torture. Donc on l'a abordé, mais de façon très elliptique. On a seulement raconté que le grand frère d'un des enfants, Youssef, dont le père était sympathisant FLN, enfin bon, forcé ou pas, ça on n'en sait trop rien puisque c'est une vision d'enfant. Et le grand frère se fait arrêter par une patrouille et toute la nuit durant, les parents s'inquiètent. Et en fin de compte, le jeune rentre le lendemain matin avec le visage couvert d'ecchymose. Voilà. Donc c'était pour signifier, et on envoyait un glossaire pour expliquer qu'il y avait eu de la torture.
Et donc voilà, mais l'engagement maximum qu'on puisse faire, c'est celui-là. Mais on peut difficilement aller... Ça, c'est difficile en étant auteur-illustrateur jeunesse, quoi. D'accord, Gilles. Ok. Bien, Henrik. Fills up the truck with smoke. Futon in the back, under the stars, under the light of passing cars. Underneath the sheets, our bodies found each other, and it felt so sweet. Whoa, Santa Fe, hey, Santa Fe, hey, all the way to Santa Fe. Santa Fe, hey, Santa Fe, hey. Stopped by the highway to relieve ourselves. We found a junkyard full of broken trash, coyote bones and mattresses. We made stars out of glass. But everywhere we drive, the asphalt follows us along an ugly road that covers everything. It cuts across the belly of the desert down to Santa Fe, hey, Santa Fe, hey, all the way to Santa Fe. Santa Fe, hey, Santa Fe, hey. A crowd has gathered on the roof to watch the borealis shimmer in the sky. I held your hand, I heard the barking of the desert dogs. We stood as tall as mountain tops, the fire in the sky burned bright. I will never forget that night in Santa Fe, hey, Santa Fe, hey, all the way to Santa Fe. Santa Fe, hey, Santa Fe, hey, all the way to Santa Fe. Santa Fe, hey, Santa Fe, hey. Radio Libertaire, oui, on est toujours là, pas de panique, réveillez-vous tranquillement, petit-déj et tout, et on va continuer avec cette radio qui, je vous le rappelle, et c'est nécessaire, je crois, n'a pas de Dieu, donc pas de maître non plus, et pas de publicité non plus, enfin tout ce qui fait les ingrédients de notre société ultra-libérale. Vous savez que le Dieu en ce moment c'est assez prégnant, enfin on a des gens, des barbus, des tondus, des gras, qui nous pompent l'air avec leur espèce de croyance intégriste, là, espèce de chose un peu moyenâgeuse. Donc c'est bien qu'il y ait de temps en temps des gens qui se lèvent et qui disent non, on n'en a rien à foutre. Ni du bon Dieu, ni des maîtres, ni de la pub. Ni de la publicité. Et là, ouais. Vous aurez compris, vous pouvez envoyer vos dons à la librairie Publico. Par exemple 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Métro Aubercamp, Fille du Calvaire. Donc on est toujours avec notre invité, et on s'en plaint pas, Gilles Bonotto,
auteur illustrateur jeunesse, pourquoi pas vieillesse, pourquoi pas machin. Ça, je trouve que c'est personnellement, moi-même, en personne, tout seul, je me le dis dans mon fond un peu perturbé, que le jeunesse est peut-être de trop. C'est un auteur et un illustrateur, point. Voilà, je pense pour les gens. Pour les gens. Oui, tout à fait. Voilà. Donc vous avez pu vous rendre compte qu'il n'avait pas une langue de bois, ce qui est pas plus mal pour une émission comme la nôtre. On va continuer à causer dans le poste avec lui. Après, une histoire de Jean qui concerne Jean-Baptiste Platel. Et alors moi j'ai eu la primeur dans le métro, au retour d'une exposition. À la Halle Saint-Pierre, on est allé voir 2 artistes burkinabés. Je vous en causerai tout à l'heure une fois de plus, mais on vous avait annoncé l'expo. Et Jean m'avait briefé sur cet ouvrier syndicaliste de l'Oise qui a laissé derrière lui un écrit de la grande grève des boutonniers de 1909. Pas des moutonniers, des boutonniers. Parce qu'en fait, c'est une histoire émouvante, hein. À plusieurs titres, histoire de vie, histoire d'artiste, histoire d'artisan. La grande grève des boutonniers de l'Oise, oui, c'est 1909. Alors, je vous avais compté le 10 février de cette année. C'était d'ailleurs une des premières d'Art Racaille, la 5e, la 6e, peut-être, je sais plus. L'histoire de ce jeune paysan de 1650, dont les dons de sculpteurs firent de son petit village du pays de Tel, dans l'Oise, la capitale de la nacre et de la tabletterie, et ce jusqu'au début du XXe siècle. Une concurrence étrangère déloyale commença alors ses ravages et aboutit, après une tentative des patrons d'usine de réduire de 25%, ils n'y allaient pas de main morte, les salaires déjà très modestes des ouvriers. Et ben ça aboutit à la grande grève des boutonniers de 1909. Méru. Pourquoi tu ris? Méru, qu'on appelait Méru la Blanche. Je pense à Mérou. Eh oui, Mérou. Oui, quand Mérou pète, mais enfin bon. Méru, qu'on appelait Méru la Blanche à cause de la fine pellicule de poudre de nacre qui recouvrait toute la ville, puisque il y avait des usines un petit peu partout, fut alors rebaptisée Méru la Rouge. Mais comme vous allez le voir un peu plus loin, elle aurait très bien pu être rebaptisée Méru la Noire. Je dois préciser que les infos relatives à la Grande Grève m'ont été fournies par la lecture du récit qu'en a fait un certain Jean-Baptiste Platel, boutonnier de son état, syndicaliste CGT irréductible dans la Vie ouvrière. Alors la Vie ouvrière, c'était l'organe du parti communiste, justement, faut que je fasse attention, de la CGT, et il a été créé de la même année, en fait. Qui existe toujours, d'ailleurs. Oui, qui existe toujours, mais qui s'appelle, je crois, la Nouvelle Vie ouvrière. Bon. Oui. Comme il y a le Nouvel Obs, est-ce que ça marche mieux pour autant? Enfin, c'est pas grave. En tout cas, c'est né la même année que la grève en question, 1909. Donc, le récit de cette grève a couru sur 4 numéros. Et à partir du numéro 4, je crois donc, c'était dans les premiers numéros de la Vie ouvrière que ce récit de la grève des boutonniers s'est fait. Et je dois préciser aussi, c'est très important pour comprendre tout ça, que la CGT, après une histoire mouvementée, ne s'est inféodée au Parti communiste qu'au milieu des années 40. Voilà. En 1909, c'est encore un rassemblement de révolutionnaires décidés à abattre l'État plutôt qu'à le socialiser. Et mardi de la semaine dernière, il n'y a pas eu d'Art Racaille. Nous faisions partie, Robert et moi, du jury chargé de désigner les lauréats du grand concours annuel de bande dessinée organisé par le Crous. Après cette désignation, les membres du jury sont réunis autour d'une grande table pour déjeuner. Je commence, j'ignore absolument pourquoi, à raconter l'histoire du musée de la nacre de Méru. Enfin, quand je dis que j'ignore, en fait, je crois que c'est parce qu'il y avait des filles autour de la table et que j'adore raconter des histoires aux filles. Le soir même, sans aucun rapport, je pense quand même, enfin, pour en revenir à ça, je pense quand même que la plupart des filles qui étaient autour de la table iront visiter le musée de la nacre. Ah oui, ils sont des les mecs, consciencieux, j'ai des doutes. Ouais. Mais les filles, les filles, oui, ça c'est sûr. C'était ma petite minute de cirage de pompe perso. Voilà. En tout cas, le soir même, sans aucun rapport, je reçois un mail de ma sœur Françoise, qui a déjà fait plusieurs apparitions dans cette émission, à son corps défendant, qui m'informe qu'elle vient de dîner avec un couple d'amis. La jeune femme lui a raconté, toujours sans aucun rapport, comme vous allez le voir, qu'elle avait fêté le 1er mai, le centenaire de la grève des boutonniers de l'Oise, et rendu ainsi hommage à son grand-père paternel, grand fauteur de troubles devant l'Éternel, à la moustache triomphante, l'un des principaux meneurs de cette grève sauvage, un certain Jean-Baptiste Platel. C'est pas beau, ça? Alors, vous ne m'en voudrez pas, moi, d'être un petit peu émis par toutes ces coïncidences,
Et vous comprendrez que je souhaite à mon tour rendre hommage à Jean-Baptiste en vous lisant quelques lignes écrites de sa grosse main de prolo. Et de son esprit est très fin, lui. À sa petite fille Marie-Christine, je dirais simplement qu'elle peut être fière du pépé. Les boutons que vous portez, boutons blancs de vos chemises, boutons de couleur de vos vêtements, vous êtes-vous demandé, camarades, d'où ils venaient, quels travailleurs les avaient façonnés? Peut-être le savez-vous depuis notre grande grève de février, mars et avril dernier. Les journaux ont parlé beaucoup des boutonniers, parce que sur le passage de nos cortèges de grévistes, quelques vitres de demeures patronales ont été brisées. Mais les journaux n'ont pas parlé des existences que le métier a brisées et brise sans arrêt parmi nous. Ces dégâts-là pourtant sont autrement importants. Je voudrais brièvement le dire ici. Vous comprendrez mieux alors notre mouvement de révolte. Vous en perdrez moins vite le souvenir aussi. Voilà. Alors je mettrai le récit total de Jean-Baptiste sur le blog http://arracaille.blogspot.com. Comme ça, vous pourrez en profiter dans sa totalité. Voilà. Puis je rappelle quand même, en passant, l'adresse du musée de la Nacre et de la Tabletterie, qui est un des musées les plus émouvants à visiter dans ce putain de pays. 51 rue Roger Salingro, et le code postal, c'est 60 110 Méru. Dans l'Oise. Dans l'Oise. On peut y aller en RER dans l'Oise, non? Écoute, c'est à une 50aine de kilomètres de Paris, à peu près, donc est-ce qu'on peut aller jusque près de là-bas? Oui, en tout cas, bon. En tout cas, c'est un musée qu'il faut absolument avoir vu. Voilà. Merci Jean. Moi, comme je vous l'ai légèrement appris tout à l'heure, Jean m'a fait l'honneur de m'en causer dans le tuyau de l'oreille pendant un voyage en transport en commun. Et là, ça m'incite à poser la question, nom de Dieu, non, moi je n'irai pas plus loin, la question à Gilles. Et alors, les auteurs, illustrateurs des gens, quand est-ce qu'ils vont se foutre en grève pour protester contre quoi, au fait, les espèces de velléités de choses, beaucoup de choses qui pourraient nous mettre en colère. C'est beaucoup de choses. Ce qui nous met principalement en colère, en règle générale, c'est plutôt la partie très minime, très petite, qui correspond aux droits d'auteur qu'on touche lorsque un livre est sorti, puisque en tant qu'auteur illustrateur, en faisant les deux, c'est-à-dire à la fois le texte et l'image, on peut pas espérer avoir plus de 6%. Voilà, donc et éventuellement 7% quand on en vend un certain nombre d'exemplaires importants. Enfin, c'est progressif. Enfin, disons que c'est quand même vraiment la partie, vraiment une toute petite partie. Et pour pouvoir en vivre, il faut vraiment vendre vraiment beaucoup, ce qui la plupart du temps c'est pas le cas. Alors on touche un avaloir au départ, c'est-à-dire une somme qui couvre finalement le tirage du nombre de livres, quoi. Donc pour un travail qui peut représenter dans certains cas près de 6 mois de travail, on fait peut-être pas que ça, mais enfin 6 mois de travail, on touche à peu près 3 000 euros en tout, en avaloir. Alors après, si ça se vend bien, d'accord, on aura encore des sous qui viendront. Mais enfin, et ça, quand on explique ça, même d'ailleurs, il m'arrive de l'expliquer même aux enfants quand ils sont en CM1, CM2, parce que ça fait aussi partie de notre métier. Quand on présente notre métier, on dit voilà, on gagne ça. Alors donc, on explique le pourcentage. Alors j'en explique grosso modo. Si je vends un exemplaire, j'ai 1 euro. Si j'en vends 10, j'ai 10 euros. Si j'en vends 100, j'ai 100 euros. Alors, puis après, est-ce que vous pensez que 1 000 euros, c'est beaucoup pour 3 mois de travail, quoi, en fait? Alors là, ils disent, non, quand même, c'est pas beaucoup. Alors, quand on leur dit qu'on touche que 1 euro pour chaque livre, alors là, ils sont horrifiés, quoi. Ils disent, oh là là, c'est pas juste. Donc là, c'est des trucs qui peuvent nous mettre en colère. Essayez de négocier avec les éditeurs, de façon à ce qu'il y ait au moins un pourcentage minimum, en fait, et avec un avaloir. Bon, ça, la partie n'est pas gagnée, mais enfin, il va se mettre en colère,
Il y a une deuxième chose qui nous met en colère actuellement, c'est que j'en ai parlé tout à l'heure, on fait souvent des interventions dans les écoles. Ça fait quand même partie de notre métier. Et la charte avait réussi à obtenir cette somme fixe par journée d'intervention, qui était payée soit par les collectivités locales, soit par les médiathèques, qui ont les moyens d'organiser un salon dans une ville, par exemple, ils ont les moyens de nous payer, parce qu'ils nous payent en droits d'auteur. Mais c'est des droits d'auteur accessoires, c'est pas des droits d'auteur purs. Et avec les caisses de sécurité sociale, la GESA ou la Maison des artistes, c'est remis en cause. C'est-à-dire que, non, ils disent pourquoi c'est une dérogation, le fait que vous soyez payé en droits d'auteur accessoires, mais vous devriez être payé en salaire. Alors donc évidemment, toucher la même somme si on se fait payer en salaire, ça va être beaucoup plus lourd pour les salons qui vont nous inviter. Et des petits salons qui n'ont pas forcément des gros moyens vont soit être obligés de fermer boutique, soit être obligés d'inviter beaucoup moins d'auteurs illustrateurs, ou alors de nous payer moins. C'est-à-dire que tout ce qu'on aura pu obtenir de cette somme qu'on avait pu obtenir de la part et la fixée, elle sera remise en cause. C'est-à-dire qu'on gagnera encore moins. Donc finalement, on se retrouve devant une impossibilité de travailler. C'est ce qui va porter préjudice à nous, bien entendu, parce que c'est un gagne-pain quand même d'intervenir dans les écoles. Ça fait partie de notre métier pour beaucoup d'entre nous. On aime bien d'une part aller dans les écoles, rencontrer les enfants. Ça va être un préjudice pour tout ce qui est culturel dans les villes, en province, etc., qui organisent des salons, qui ne pourront plus le faire parce que ça deviendra beaucoup trop cher. Ça serait un préjudice pour l'extension de la culture, le goût de la lecture. Alors là, c'est des choses qui nous mettent actuellement très 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 en colère. On n'a pas encore déterminé exactement quel était le moyen d'agir. On essaye ce qu'il faudrait, c'est pouvoir légiférer véritablement. Ouais. Donc on en est là, on essaye mais le moyen d'action est parfois difficile à mettre en mouvement. Ouais, tout à fait. Ouais, mais on a réussi la charte a quand même réussi à faire une action il y a quelques mois là en faisant un sitting chez un éditeur mauvais payeur. Mm-hmm. Et je pense que avec Jean, on essaiera de l'inciter à nous reparler un peu plus souvent de Méru, qui pourrait servir d'exemple, qui pourrait motiver les auteurs, illustrateurs, et chanter, oui, c'est la lutte finale. Levons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Oui, bien sûr. Et c'est exposé par Gilles de cette manière simple, avec sa belle voix grave de baryton basse. Je pense qu'il y a des auditrices là qui doivent défaillir à l'écoute. J'ai un bel organe. Alors entre gens qui flageolent quand il y a des nanas qui sont dans ses alentours, et Gilles qui les fait flageoler. Non, je suis peut-être un très beau parti, mais je suis un parti pris. Ah, elle est bonne celle-là. Bien. Nous allons écouter un peu de musique pour nous changer les idées. Je ris de tout.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Je vous le refais, oui, sans Dieu, sans maître, sans pub. Bien fait. Arracaille la 32e, avec ce matin comme invité prestigieux Gilles Bonotto, auteur-illustrateur, dont vous avez entendu la belle voix de basse, je dirais même de baryton basse, et grand séducteur d'auditrices apparemment, et je ne vous parle même pas de Jean, qui est à ma gauche, qui lui tombe chaque fois qu'il y a plus d'une fille autour de lui. Moi aussi. Et moi aussi. Mais puisque nous recevons un illustrateur ce matin, histoire de vie, histoire d'artiste, histoire d'illustrateur, Gustave Doré. Voilà, un petit Mozart de l'illustration. Hein. Gustave Doré, oui. c'est 1832-1883. Pas tout à fait aussi précoce que Wolfgang, mais pas loin. Hein. Né à Strasbourg en 1832, il montre en effet très tôt des dons artistiques extraordinaires. À 7 ans à peine, il fait déjà des croquis de paysans, de danseurs et d'orchestres de foire. Hein. Mon bon Gilles, nous, je sais pas à quel âge t'as commencé. Moi, à 5 ans, je copiais un petit Lorrain, une petite Lorraine que j'avais parce que ma grand-mère était Lorraine. Donc je copiais. Mais c'est pas mal déjà. Ah, je copiais bien. Hein. Bah, il allait sur le vif, hein, dans les marchés. Tout au long de ses études, il va multiplier les esquisses, dont certaines seront retrouvées plus tard et gravées. C'est dire, hein. Entre 12 et 13 ans, un imprimeur de Bourg-en-Bresse, où sa famille s'est installée, publie ses premières lithographies, Les Travaux d'Hercule. Oui, là, ça commence à faire mal quand même. L'éditeur parisien Charles Philippon, qui est le fondateur du Charivari et de la caricature, hein, réussit à convaincre les parents Doré de laisser Gustave s'installer à Paris, tout seul, hein, la famille restant à Bourg-en-Bresse, en proposant au jeune garçon un contrat de 3 ans qui lui assure l'exclusivité de ses œuvres à raison de combien de gravures par semaine, je me rappelle plus trop, je crois que c'était 2 ou 3. Tu peux répéter l'âge du gamin? Écoute, à ce moment-là, il a entre 12 et 13 ans. Voilà, je vois mal un éditeur actuel proposer ça à un gamin de 12 et 13 ans, même surdoué. Voilà. Le premier dessin paraît en décembre 1847 dans le journal Pour Rire, que Philippon vient de lancer. Je pense qu'il l'a créé carrément pour Gustave Doré. Hein. Moins d'un mois plus tard, Gustave Doré est célèbre. Il a tout juste 16 ans. Son père meurt soudainement 1 an après, laissant les siens dans le dénuement. Gustave propose alors à sa mère et à ses frères de venir vivre à Paris à sa charge. Ah, bah c'est carrément comme Michel-Ange qui était à la charge dont toute la famille était à la charge. Ouais. Il y a nos mâchoires qui tombent sur la table en faisant un bruit d'enfer. Ouais, c'est impressionnant quand même. Hein. Ouais. Et ben c'est justement à ce moment que son style évolue, sous l'influence des écrivains et des artistes qu'il fréquente, ainsi sans doute que de ses nouvelles responsabilités. Hein. Il s'éloigne de la parodie un peu facile et anecdotique de ses premières séries et commence à donner libre cours à une imagination plus romantique. En 1853 paraît son Rabelais, vous connaissez, hein, qui en propose une nouvelle lecture. Le grotesque et la farce ont laissé la place au rêve par un travail très étonnant sur la lumière. Hein. Le succès est colossal, normal pour Rabelais, que ce soit colossal, et il est alors sollicité par de très nombreux éditeurs. En 1853 paraissent les Contes drôlatiques de Balzac, c'est un petit peu moins connu ça, c'est formidable, hein, où la bouffonnerie se mêle à l'irréel et au fantastique. Il accomplit aussi, et là j'ai mon petit cœur qui bat, un peu plus fort, en compagnie de Théophile Gautier, excusez du peu, son premier voyage dans les Pyrénées, dont il ramène des vues prises sur le vif à couper le souffle. C'est le cas de l'aquarelle du cirque de Gavarnie que je montre à notre invité et à mon Robert préféré. Moi que je l'ai déjà vu la semaine dernière. Que je mettrai sur le blog de l'émission, hein, dont je mettrai une bonne reproduction sur le blog de l'émission, et que je considère personnellement comme la plus belle chose qu'on ait faite sur ces montagnes si chères à mon cœur. Voilà, je me demande même d'ailleurs si c'est pas plus beau en fait que les Pyrénées. Je pensais que c'était pas possible, mais bon, formidable. Voilà. En 1856, c'est le Juif errant d'après le feuilleton d'Eugène Sue. Eugène Sue, c'est les mystères de Paris, hein, je le rappelle, plus très lu aujourd'hui, je pense, mais enfin bon, qui a connu son heure de gloire. Le Juif errant où son style se fait toujours plus libre et incisif. En 1861, c'est L'Enfer de Dante. Moi, j'ai ça dans la collection Marabout. Moi, j'étais en grand livre. Moi, ah bon, arrête, toi, t'es plus riche que moi. J'ai ça dans la collection.
Pendant que t'as des amis plus Ne riches, sois- c'est le genre. Ne sois pas gêné. Voilà. En 1863, c'est Don Quichotte. Non, pardon, en 1866, Don Quichotte. Et la Bible... non, en 1866, pardon. La Bible Don Quichotte, Je c'est donc note. en 63. Et en 1867, enfin, les Fables de La Fontaine, dans lesquelles son dessin très imaginatif, on peut le dire, hein, supplante quelque peu le texte du brave La Fontaine. Eh oui. C'est pas bien de faire ça. Hein. Un illustrateur doit pas faire ça. Et il n'a pas pu s'en empêcher. C'est comme ça. Très bien, Gustave. Il meurt brutalement d'une crise cardiaque à 51 ans, Merde. laissant au total plus de 10 000 gravures. Oh non. Oh non, arrête. Ah si, ça fait très mal. Et puis, c'est pas des... Oui, non, Bon. Oui, c'est pas des petits dessins. Voilà. Au contraire de celle-ci, les quelques 130 toiles signées de sa main ont connu très peu de succès. Voilà. Alors, pourtant, il y a... si c'est la qualité de ces aquarelles. Je pense pas, en fait. Non. Non, ces toiles sont nettement plus léchées. On est un peu dans le pompier, et je pense que c'est d'accord. ça qui l'a pénalisé, quoi. Autant ces aquarelles sont extraordinaires de légèreté, de vivacité, non. Voilà. Alors on peut voir du Gustave Doré un petit peu partout, mais il y a un musée qui est vachement intéressant parce qu'il a à la fois un certain nombre de toiles, de gravures, d'illustrations. C'est le musée de Brou à Bourg-en-Bresse. Voilà. C'est un peu loin. Oui, mais il y a les bons poulets. Je suis désolé, mais pour Gustave Doré, on peut faire quelques kilomètres. Voilà. Bon, et on peut le trouver à la librairie Publico. Ce livre, Oui, ou le commander. ça va être difficile, mais on sait jamais. C'était en fait le livre dont je montrais, dans lequel j'ai pris l'illustration, là, c'est Les Pyrénées des peintres. Alors en fait, c'est une exposition. Ah, oui. Puis c'est peut-être C'est un un livre catalogue régional. d'expo. Oui, Ah, parce un que c'est le catalogue. catalogue d'une ok, expo ok, qui a eu genre. lieu à Pau, je crois. D'accord. Ou à Bon, Lourdes, alors. peut-être, je me rappelle plus. Non, la librairie Publico est pas concernée. Non. Mais elle est quand même 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Métro Oberkampf, Fille des Calvaires, dans le 11e.
compte des... 23 maintenant. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Vous l'avez deviné, avec notre invité Gilles Bonotto, qu'on va faire causer de l'autorité. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'autorité est ressentie par un artiste, ou comment un artiste peut ressentir l'autorité? Est-ce que c'est très différent du ressenti du citoyen lambda? That is a question. Oui, étant donné qu'on fait partie de la fourmilière, de toute façon, l'autorité, on l'a ressenti, on la ressent. Enfin, moi, je l'ai ressenti dès le départ. Enfin, à partir du moment où mon premier souvenir, 2 ans et demi, 3 ans, et je me suis rendu compte que l'autorité était présente. Donc, c'était un truc que j'ai jamais trop aimé. Maintenant dans mon métier, c'est vrai que c'est un truc que j'apprécie beaucoup, et c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir de relation hiérarchique avec qui que ce soit. C'est le fait de travailler chez moi, d'être indépendant, je peux me lever quand je veux, je peux me lever très tard et puis travailler la nuit. Alors ça, c'est vrai que ça fait des envieux quand je travaille, quand je parle avec des amis qui sont salariés, qui ont certains d'entre eux des petits cheffaillons avec qui s'entendent pas dans leur boulot. Moi, j'ai pas à les supporter trop. Alors apparemment, on pourrait penser qu'on est plus libre, quoi, qu'on est un peu exempté par la hiérarchie. Mais pour citer encore, ça c'est pas Brassens, c'est Maxime Le Forestier, on est toujours guetté par des alignements du début à la fin. Et donc la relation d'autorité, bon, on l'a déjà dans la société, parce que quand on décide pas ou quand on crée pas, on est dans la rue, on prend une bagnole, donc on sort dans la rue, on croise des flics. Moi, ça me donne de l'urticaire. Chaque fois que j'en vois, je trouve qu'il y en a trop. Donc, on est guetté par l'autorité, en fait. Et même dans notre métier, alors ça dépend avec quel éditeur on travaille, mais ça arrive fréquemment qu'on se retrouve. Alors, soit on se retrouve avec un éditeur qui connaît bien son boulot, et à ce moment-là, c'est même pas une relation hiérarchique, c'est une relation de savoir-faire de chacun de nos métiers. Un éditeur, ça doit savoir faire son métier d'éditeur, un auteur-illustrateur, ça doit savoir faire son métier d'auteur-illustrateur. Donc l'éditeur peut tout à fait dire, là j'ai pas compris, là je trouve que c'est pas clair, est-ce que tu peux reprendre ça, est-ce qu'on peut... Bon, puis là on travaille ensemble, et là en règle générale ça se passe bien. Ça se passe mal, ça m'est déjà arrivé que ça se passe mal, lorsqu'on tombe sur des éditeurs ou des éditrices qui se la jouent, quoi, en fait, qui partent vraiment du principe que, attention, je suis éditeur, je sais de quoi je parle, et qui se permettent par exemple de réécrire un texte, ou de nous imposer je me suis entendu dire, par exemple, par rapport à une histoire qu'on avait écrite, on avait même mis en maquette, etc. Ah ben il y a trop de texte. Il n'y a pas trop de texte, il y a le texte qu'il fallait. En fait, non, parce que elle voulait compter le nombre de signes à chaque double page. En plus, c'était un truc qu'on avait proposé, c'était une création. Ça rentrait pas dans le cadre d'une collection, parce que ça, on peut admettre que dans une collection, il y a un certain nombre de signes. Mais là, c'était pas le cas. Et donc là, on se trouvait confronté à l'autorité, parce que ça a été une partie de bras de fer. Elle avait réécrit notre texte, elle avait changé des choses, et puis elle me disait, vous trouvez pas que c'est mieux comme ça? Je dis non, c'est moins bien. Moi, je trouvais ça moins bien. Et donc, ça a été une partie de bras de fer à discutailler sur chaque adjectif. C'était vraiment on branlait des poux, quoi. C'était vraiment ça. Ah, c'est intéressant. C'est pas facile d'ailleurs. Branler des poux. Oui, surtout avec des grandes box. Ça repose des mouches. Enfin voilà, donc là il y avait et la personne avec qui j'étais au téléphone cherchait vraiment une relation d'autorité, parce que chez eux ça se fait comme ça, c'est hiérarchisé, pyramidal, quoi, en fin de compte. Il y a le big boss en haut, et puis après tous les autres. Alors c'est la souris qui a peur du chat, le chat a peur du molosse, le molosse a peur du gosse qui a peur de son papa, puis c'est une espèce de circuit infernal où tout le monde commande tout le monde, quoi, en fin de compte. Et le bas de l'échelle, il a qu'un seul droit, celui d'obéir.
obéir. Alors moi, j'aime pas du tout ce genre de relation. Ça fausse tout. La hiérarchie, l'autorité, elle est très souvent faussée parce que des gens qui se retrouvent à commander se croient véritablement désignés pratiquement de droit divin à commander les autres parce que ils sont comme ça, puis ils sont licenciés, donc voilà, ils sont là pour commander. Puis comme ça, à différentes strates, quoi. C'est un peu le meilleur des mondes d'Alfred, d'Aldous Huxley. C'est chacun est content d'être à son niveau, quoi, en fin de compte. Et moi, j'aime pas du tout la hiérarchie pyramidale. La hiérarchie de compétences, oui, mais si quelqu'un est plus compétent, il apprend il peut diriger dans le sens de sa compétence. Mais très souvent, c'est pas le cas. Bon, on le voit d'ailleurs avec le népotisme actuel, quand on voit un type de 23 ans qui se retrouve bombarder à un poste qu'il n'a pas les compétences, c'est une évidence, quoi, en fait. Oui, mais il faut attendre, comme disent les courtisans, il faut attendre avant de le juger, pas de le préjuger, mais attendre qu'il ait fait quelque chose. Mais bon, ça on peut toujours. La valeur n'attend pas le nombre des années. Oui, la valeur de sabre. Bien, vous aurez compris donc que notre invité Gilles Bonotto n'est pas tout à fait un adepte forcené de l'autorité. Il accepte la compétence de ses interlocuteurs qui peuvent discuter avec lui de son travail, mais sûrement pas de ceux qui veulent diriger son travail. Ce que nous revendiquons, nous, anarchistes, sur cette radio et cette émission militante et culturelle, ou culturelle et militante, on refuse toutes les formes d'autorité parce qu'on pense que c'est l'aliénation des personnalités, l'aliénation de l'humain. Bon, c'est bien dit. C'est bien dit. Alors là, je tu peux aller te coucher. Tu peux me coucher. Rick, tu peux me mettre une berceuse parce que je vais me coucher. Vraiment, une berceuse. Ouais, on attend. Attends, parce que je vais tomber, là.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, avec ce matin, pour la 32e d'Arracaille, Gilles Bonotto, auteur-illustrateur, avec qui on va essayer de faire une petite conclusion pour terminer l'émission, en causant peut-être de l'avenir qu'il peut imaginer, non seulement pour les artistes, mais pour notre société en totale déliquescence. Non, peut-être qu'il partage pas cette vision noire de la société que je peux évoquer, mais bon. Oula, vaste programme. L'avenir. Bon, l'avenir proche ou l'actualité, si tu veux, c'est comme tu veux. Hein, oui, bah là, je sais pas trop, là, c'est une colle. Non, écoute, si tu veux, on est des créateurs, donc on est quand même peut-être un peu loin des gens, de la majorité des gens. Mais est-ce que comme créateur, on pense avoir une vision plus particulière des événements qui se déroulent en ce moment et de leur projection sur ce qui va se passer demain? Est-ce que tout ce qui se prépare dans les pays riches, comme réforme, comme contrainte, qui pèsent, parce qu'avec les déficits, avec toutes ces choses-là, on sait bien que les artistes, les créateurs sont des gens inutiles, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de se pieuter, on a besoin de s'habiller pour pas se promener tout nu dans la rue. On a besoin d'avoir un toit. Voilà. Ouais, d'accord. Et on perd tout ça peu à peu. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le perdent, en tout cas. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression quand même que de toute façon être artiste, c'est pas forcément la meilleure solution pour avoir plein de fric. Ça serait autrement. Alors à moins évidemment de percer les planches ou mais enfin c'est pas le cas de la plupart des artistes, et une société elle a besoin quand même de plus que quelques grandes figures qui vont systématiquement, qu'on va voir sur des grands auteurs, des grands musiciens et des grands artistes, des grands peintres. Il en faut partout. Il en faut. L'art, c'est aussi dans la rue. Moi, je me place. D'ailleurs, le mot artiste, je le verrais même pas avec un grand A, je le verrais un peu comme avec un petit A. Puis quand je dis, par exemple, je cite d'ailleurs un illustrateur qui s'appelle Barbe, et qui disait, mais moi je me reconnais beaucoup là-dedans, il disait, on n'est pas des dessinateurs, on est des dessineux. Il travaillait pas dans Charlie Hebdo, dans Kiri, dans un cartooniste. Je l'avais rencontré, Dessiner de jolies créatures, Barbe. Et lui il disait on est des dessineux, et moi j'aimais bien. Puis alors le dessineux, c'est un peu au dessinateur ce que le violonneux est au violoniste. Quand on fait une course de violoniste, il fait de la belle musique pour une élite raffinée, etc. Le violonneux il fait danser les filles dans les balles. Un dessineux, moi j'aime bien avoir le côté dessineux, parce que je raconte des histoires aux gens, et puis voilà, je pas la prétention, ça peut rejoindre le côté artisanat en fait, et ça me déplaît pas moi finalement ce truc-là. Alors je suis peut-être un artiste, j'espère l'être, mais au même titre que beaucoup d'autres, on a besoin de beaucoup d'artistes. Et c'est vrai que c'est pas la meilleure solution, parce que c'est souvent ceux qui vendent notre travail qui se font plus de fric que nous on ne s'en fait en le faisant. Et donc c'est vrai que l'avenir il est peut-être un peu sombre pour eux. Ça a toujours été le cas d'ailleurs, de toute façon pour les artistes, vivre c'est toujours assez difficile, mais là ça devient peut-être un peu plus sombre dans les sociétés où tout devient rentable. On rend tout rentable, et ça le nain qui nous gouverne, il a pas arrangé les choses, quoi. Il a fait que les envenimer en mettant ce côté, en disant faut que ça rapporte du fric et que ce soit efficace. Donc et là, nous, on a besoin de temps, et l'efficacité, c'est pas ça qui prime. Surtout quand tu nous rappelais tout à l'heure que 6 mois de travail, c'était payé avec un avaloir de 3 000 €, ça fait 2000 €
Ouais, je suis pas très fort en arithmétique. Oui, mais enfin, ça fait des clopinettes. Ça fait des clopinettes, voilà. Donc, bien sûr, je sais pas. Voilà, mais bon, malgré le côté assez noir qui se profile, bon, je suis quand même assez optimiste. C'est un peu comme les chats, les artistes sortent peut-être un peu toujours sur ses pattes. Attends, ça fait un peu mal, mais moi je préfère y croire parce que sinon c'est et pour tout le reste, même pour l'évolution d'une société, ça passe peut-être par des moments où, de temps en temps, je souhaite que ça pète, qu'il y ait une révolution véritablement. Puis en même temps, de temps en temps, je le redoute parce que j'aime pas parce qu'en règle générale, dans une révolution, il y a des tas de gens qui sont totalement innocents et qui y passent. Et en règle générale, ceux qui sont vraiment les plus coupables, ils s'en sortent parce qu'ils sont plus malins. Donc finalement, voilà, je suis partagé. Donc j'avoue, j'en sais trop rien. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'est un peu une colle parce que l'avenir, j'en sais rien. Je suis aussi agnostique dans ce qui va arriver que je le suis pour beaucoup de choses, quoi. Je sais pas. Bien. Eh ben, ça sera la conclusion de Gilles pour cette émission toujours trop courte parce qu'il avait probablement encore plein de choses à dire ou on avait à lui faire dire plein de choses parce que c'est notre boulot d'essayer de savoir un petit peu ce que pensent nos invités. Probablement que c'est pas la dernière fois qu'ils visitent le studio, je dis ça à tous les invités. Pas on toujours, ne les revoit jamais. Pas toujours par politesse. Si, on a revu Angers de la Nation. On a revu Angers de la Nation, peut-être parce que c'est leur prénom, leur nom plutôt. Gilles, on espère donc te revoir une prochaine fois. Si tu as quelque chose à dire, tu seras toujours le bienvenu. Il suffit de nous prévenir quelques jours à l'avance. Bah oui, d'accord. J'accepte volontiers. Non, mais c'est sérieux, quand on le dit, parce que bon. Non, mais surtout qu'il y a une charte des auteurs illustrateurs jeunesse, il y en a pas deux, et c'est quand même un outil de combat. Tout à fait. Donc, tu auras forcément des occasions de revenir nous voir. Maintenant, Jean va vous parler de 2 expos comme toutes les semaines, et après, je vous ferai un petit baratin sur quelques annonces que j'ai en magasin. Eh ben, la première, c'est Tiffany, au musée du Luxembourg. Ça, c'est 19 rue de Vaugirard, dans le 6e arrondissement de Paris. C'est jusqu'au 17 janvier 2010, vous avez du temps. Le musée du Luxembourg présente la première exposition monographique du célèbre créateur américain Louis Comfort, Tiffany, en Europe. L'ornementation somptueuse, je ne sais pas si autour de la table, vous voyez un petit peu les créations de Tiffany. Ah non, pas du tout. Bon. On va voir maintenant. Le travail soigné, les effets spectaculaires et originaux de lumière et de couleurs qui caractérisent sa production verrière, vases en verre soufflé, vitraux, lampes et objets, le place au cœur de nombreux mouvements artistiques de son époque, de arts and craft, qu'on avait d'ailleurs évoqué ici, et du mouvement esthétique américain jusqu'à l'art nouveau et au symbolisme. L'exposition rassemble environ 160 œuvres. C'est ce que j'aime bien avec le musée du Luxembourg, c'est que c'est du lourd. D'accord. Moi, je suis toujours un petit peu frustré par J'ai beau parler toujours de qualité, mais j'aime bien aussi la quantité. Ouais. Bon. Et puis Auguste Sander, ça c'est à la Fondation Henri Cartier-Bresson, 2 impasse Le Bouilly dans le 14e arrondissement. Ça c'est jusqu'au 20 décembre. 20 décembre 2009 ou 20 décembre 2010. Bon, ça m'étonne que ça dure aussi longtemps. J'ai dû faire une erreur de frappe. Oui, parce que ça fait 1 an. C'est beaucoup. En 1927, à l'occasion de son exposition Homme du XXe siècle à la Kunstverein de Cologne, Auguste Sander déclarait que voir, observer et penser était le credo de son travail. La Fondation Henri Cartier-Bresson expose une centaine de tirages du célèbre photographe allemand. Je vous apprends peut-être plutôt que c'est 1876-1964, Auguste Sander, qui nous livre une magistrale esquisse de son époque, à la fois typologique et topographique, et une grande leçon de photographie. Portrait, paysage, études botaniques, c'est une expo indispensable. Voilà, je le dis fort. Merci beaucoup, Jean. À ne pas manquer. Alors, retenez bien, si vous voulez pas être puni et vous retrouver face au mur du fond de la classe, les mains au dos et un bonnet d'âne sur la tête. Bon, je dois vous rappeler que on a deux invités burkinabés qui exposent toujours à la Saint-Pierre.
avec l'association La Soupe Ailée. On y est allé avec Jean, ça nous a bien plu, particulièrement le buffet. Mais c'est très mal, mais aussi, non, bien sûr aussi les œuvres exposées. Que l'association pour l'estampe et l'art populaire qui se trouve rue des Cascades à Paris dans le 20e présente le théâtre de l'ombre, théâtre de l'ombre de Christin Meller avec des textes d'Antonin Artaud, extrait de Le théâtre et son double que vous pouvez aller voir. C'est une association, c'est donc 4 bis rue des Cascades, métro Jourdain, qui fait toujours des trucs sympas. Que Publico, toutes les semaines, tous les samedis, il y a un cycle de conférences des auteurs qui viennent papoter avec les lecteurs, pour ceux qui veulent bien y aller. J'ai pas malheureusement, mon imprimante est un petit peu caractérielle, donc j'ai pas pu amener le meilleur. Enfin, je vous annonce que tous les samedis, vers 16h, 17h, 18h, il y a des conférences à la librairie Publico. Que le monde libertaire existe toujours et que c'est un magazine hebdomadaire super que vous pouvez acheter en kiosque ou vous abonner ou trouver à la librairie Publico 145 à Paris dans le 11e métro Aubert-Canfry du Calvaire. Que la carte d'auditeur permet de soutenir les efforts de cette radio qui n'a que vous pour fonctionner, et qu'il y a aussi une souscription pour le soutien ARL. Vous pouvez trouver les formulaires toujours à la librairie Publico, 145 rue Hamelot, etc., etc., etc. Merci à Henrik pour ton travail magistral. Exemplaire. Enfin, on n'a pas réécouté. On va réécouter cet après-midi. Merci Jean. Merci Gilles, et à bientôt, j'espère. Merci, à bientôt, je l'espère aussi. Et salut. Salut à tous.